Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Souvent, en début d'année, il y a une vidéo qui est assez récurrente, c'est la pile à lire sur toute l'année en cours. Et généralement, on essaie de prendre les 2 derniers chiffres de l'année pour pouvoir faire une pile à lire avec ce nombre de livres-là. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait une pile à lire 24 livres pour 2024. Cette année, ça devrait être plutôt 25 livres pour 2025, mais je me suis rendu compte que ma pile à lire de 2024 a été carrément oubliée dans les plus profondes abysses. Je vous mettrai d'ailleurs juste ici une petite image en fait de mon reading journal avec ma pile à lire que j'avais prévue pour l'année 2024 et qui est complètement laissée à l'abandon. Donc cette année, je me suis dit que je n'allais pas partir sur 25 livres pour 2025 puisque ça me ferait un peu plus de 2 livres par mois et je me rends compte qu'avec mon rythme de lecture actuel qui tourne autour de 5-6 livres par mois, si je commence à me cantonner à certains livres définis déjà dès le début de l'année, je ne pourrais pas non plus me laisser d'autres possibilités et donc un peu de place à l'aventure. C'est pour ça que pour l'année 2025, je me suis limitée à 12 livres sélectionnés pour constituer donc ma pile à lire sur toute l'année. Je pense que ça peut être plus ou moins jouable puisque ça me fait sélectionner tout simplement un livre par mois qui constitue donc pour la plupart des reliques, mais pas que. J'ai essayé un petit peu de varier sur l'ancienneté de ces livres. Certains sont assez récents, d'autres commencent un petit peu à dater. En fait, ils sont rentrés il y a un certain moment dans ma pile à lire. Donc ça sera l'occasion aussi de pouvoir un peu épurer tout ceci. Il y aura aussi une vidéo spéciale relique de ma palle que je compte lire avant la fin de l'année 2025, sinon ça dégage. Donc ce sont 12 livres que j'ai sélectionnés pour l'année 2025 et je commence tout de suite avec la toute première. Comme je vous l'ai dit donc juste avant, ça me fait un équivalent d'un livre par mois à lire et donc j'ai sélectionné pour le mois de janvier Crescent City de Sarah J. Maas, donc publié aux éditions de Saxus. J'ai les 3 tomes en relié dans ma pile à lire. Je les ai tous achetés à leur sortie et je ne les ai jamais lus. C'est donc chose faite avec Crescent City puisque ça a été ma première lecture de l'année 2025, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler en point lecture. Pourquoi je l'ai mis dans cette pile à lire là? Tout d'abord parce que j'en ai marre d'acheter des suites de saga pour les avoir en relié sans avoir lu justement les tomes précédents et vous allez voir que ça va revenir pour certains d'entre eux quoi. Et j'avais vraiment une envie viscérale en fait de lire ce premier tome, d'autant plus que c'est avec mon amie Tiffen. À la base on devait le lire en lecture commune, mais une chose en entraînant une autre au mois de décembre, eh bien faut dire que ça ne l'a pas fait. Donc je me suis bien dégagé du temps en début d'année pour pouvoir le dégommer et je l'ai vraiment dégommé sur à peine quelques jours. Je veux dire, j'ai lu les 5 premiers chapitres, j'ai laissé tomber et ensuite j'y suis revenue et je l'ai plus lâché. Mais Aurélie, on a dit qu'on laissait la vie lecture pour le point lecture. L'autre argument qui fait que ce livre aussi s'est retrouvé dans ma pile à lire de 2025, c'est aussi parce que Sarah J. Maas a un univers assez étendu. Alors oui, je n'ai peut-être pas choisi de commencer par la bonne saga, car il s'avère que pour avoir lu la suite de Crescent City, il faut avoir dégommé la saga à Cotard. Là aussi, c'est dans un de mes objectifs pour cette année, parce que j'en suis au tome 3, il faut que je le lise donc. Mais il y a aussi Keleana que j'aimerais beaucoup lire, mais Crescent City, j'en entends parler un peu de partout et j'avais franchement envie de découvrir ce titre-là. D'autant plus que si la saga se poursuit et que d'autres tomes se rajoutent, je serai obligée de les acheter sans avoir lu les premiers tomes. Donc j'ai envie de vraiment de dégommer ma pile à lire dans cette année-là. Donc c'est dans ce sens que j'ai mis ce livre. Les 2 titres suivants, il fait partie de ma période où j'achetais absolument tous les livres de cette autrice sans forcément les lire. Là, c'est un gros problème. Dites-moi d'ailleurs si je suis la seule à un peu avoir eu ces frénésies d'achat. Je me suis grandement calmée quand même pour 2025. Ça a commencé deuxième partie de 2024, mais là, 2025, clairement, je revois ma consommation livresque d'une certaine manière, parce que ça ne peut plus durer, en fait, ces frénésies d'achat, cette euphorie, suivre la hype. Je pense que ça vient d'un autre problème peut-être beaucoup plus profond. Tout ça pour dire que j'ai positionné dans cette pile à lire le tome 2 de Monster Verity. Ici, c'est Hordak Duek qui a été écrit par V. Schwab, donc vous voyez d'ailleurs derrière moi qu'elle a une étagère dédiée. J'avais plus ou moins aimé le premier tome, je me souviens assez clairement de ce qui se passait, et c'était une lecture en fait qui était un petit peu scindée, on va dire en 2, même, allez, on va dire en 3. J'ai beaucoup apprécié 2 tiers du roman, mais il y a un tiers que je n'ai pas apprécié, dans le sens où j'ai adoré l'univers de V. Schwab, j'ai adoré le personnage principal d'Auguste, mais je n'ai pas aimé le personnage de Kate que vous retrouvez sur la couverture du 2e tome. Je pense qu'on va avoir un certain aspect de ce personnage-là, le tome 2, qui va peut-être faire que je m'accroche davantage, mais vraiment, encore une fois, l'univers de V. Schwab a été excellent en fait dans ce premier tome, où on se retrouve avec un univers un petit peu d'urban fantasy, où les monstres comme les Maikal, les Korsai, en gros c'est
c'est des vampires, des espèces d'ombres qui te déchiquetent dans le noir et des Sunlight dont fait partie Auguste. Mais je suis en train de me dire qu'il s'appelle vraiment Auguste celui-là? Oui. Comme quoi j'ai un peu une mémoire sélective, hein. Il y a des titres, je viens de les lire, je me souviens plus du titre, mais par contre il y en a d'autres, je les ai lus il y a 2 ans et je me souviens encore du personnage. Incompréhensible. Donc Auguste est un Sunlight, c'est-à-dire que c'est un espèce de démon, un monstre qui est capable de voler votre âme d'une chanson, enfin plutôt d'une mélodie dans le cas de Auguste puisqu'il est violoniste. Et il va faire la rencontre de Kate qui fait partie du quartier beaucoup plus riche de la ville qui est scindée en 2 et qui protège en fait ses habitants des monstres si vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir acheter votre protection. Les deux vont se rencontrer dans le cadre d'une école, il va se passer ce qui va se passer et voilà, le personnage de Kate était un petit peu saoulant. Elle m'agaçait beaucoup cette fille, donc je suis très curieuse quand même de voir le tome 2, comment ça va se concentrer pour essayer de voir un petit peu son évolution, parce qu'au vu de la fin du premier tome, il y avait quelque chose qui nous annonçait quand même une évolution et un tome 2 plus centré sur ce personnage-là, donc très curieuse. Le troisième titre, c'est aussi un titre de V.J. Schwab. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, je ne sais pas si c'est une duologie ou si c'est une saga en cours. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai positionné donc Vicious de V.J. Schwab, le premier tome de Evil. Je fais genre je parle anglais, mais pas du tout. J'aime beaucoup déjà la couverture, tout ce rouge bien brillant, là, je le trouve vraiment exquis. Ça rappelle un petit peu le sang. Je sais que vous aimez bien mes blagues macabres comme ça, donc je me lâche. Quoi qu'il en soit, au niveau de la première phrase, j'aime beaucoup parce qu'on nous dit le combat du mal contre le mal absolu. Que d'énigmes. De ce que je me souviens, en fait, on va être avec deux meilleurs amis, en fait, mais qui sont littéralement opposés l'un à l'autre, tant physiquement que caractériellement, ça se dit. Et tous deux vont se prêter au jeu des EMI, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ce sont des expériences de mort imminente qui, apparemment, va faire ressurgir des pouvoirs dans chacun d'entre eux. Donc les deux amis vont continuer ensemble à frôler la mort pour essayer de percer un petit peu plus ces mystères, sauf qu'un drame va malheureusement arriver. 10 ans plus tard, l'un d'entre eux est en prison pendant que l'autre vit sa plus belle vie en liberté, sauf qu'il s'avère que le véritable monstre est encore dehors. Donc très curieuse, je pense que ça peut être un style complètement différent de ce que j'ai lu pour l'instant de V.J. Schwab, donc ça me rend quand même vraiment très curieuse de le découvrir, ça me fait vraiment plaisir d'avoir dans ma pile à lire, ça fait très longtemps d'ailleurs que je l'ai, donc c'est l'occasion de le découvrir en 2025. Une saga qui est très chère à mon cœur, elle n'est pas non plus, on va dire, sensationnelle, mais c'est l'humour qui fait vraiment la patte de cette saga et qui fait que j'accroche autant en fait finalement à celle-ci. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes top lectures, le tome 2 avait la mention honorable quand même, donc pas forcément parmi les coups de cœur de l'année 2024, mais ça restait quand même une excellente lecture. Et là je me suis mis le tome 3 de Tarot de Caddy Edwards, donc c'est le trône de sablier. J'aime particulièrement ces couvertures parce qu'on va être à chaque fois avec la représentation d'un arcane majeur du tarot divinatoire qui ici, dans cet univers, sont représentés par des Atlantes, donc ce sont des espèces différentes des humains, on va appeler ça comme ça, qui se sont révélées un beau jour à l'humanité et ils vivent dans une île qu'on va apparenter un petit peu à Gotham et ce sont les arcanes majeurs qui gouvernent cette ville. Rune, le dernier descendant de la cour du soleil, a vu sa famille se faire littéralement massacrer sous les yeux. Pourquoi? On ne sait pas et ça va être un peu le fil rouge tout au long de la saga de comprendre en fait qui a décimé la cour du soleil. Rune en attendant est un détective avec son acolyte Brand qui vont mener l'enquête pour le compte du Seigneur Tour sur différentes choses. Le tome 1, on était plus sur la disparition du fils de Dame Justice. Dans le tome 2, on était plus confronté au Seigneur pendu, un homme absolument affreux. Et là, on va être du coup avec le trône de sablier. Je n'ai pas forcément lu le résumé pour savoir de quoi on allait parler dans ce tome-ci et quel arcane majeur allait être au centre parce que le sablier, le temps, c'est pas forcément un arcane majeur. Donc écoutez, je ne sais pas trop ce qu'il en est au niveau de l'intrigue, mais ça m'intéresse fortement. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui sont traduits. Je trouve ça un petit peu étonnant parce qu'en fait, ils ont traduit les 3 tomes d'affilée. Bon, le tome 4 n'est pas encore écrit, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la suite qui n'est pas publiée, mais vous avez aussi 2 petites nouvelles qui vont se fondre en fait entre les tomes. Je crois juste après le tome 3, ils n'ont pas été traduits. Je poserai la question d'ailleurs à Brajon si éventuellement il pense le faire, mais j'aimerais bien au moins les lire en anglais parce que vraiment la relation entre Rune et Brand, donc son acolyte, on n'est pas sur une relation amoureuse, mais alors elle est pépite entre les deux parce qu'ils ont tellement un lien fusionnel qui s'explique par la culture atlante et comment ils se sont liés en fait à cet humain et leur relation voilà est exceptionnelle. Moi j'adore l'humour qui est à l'intérieur, c'est
c'est vraiment le plus gros point. Si vous n'êtes pas familier avec ce type d'humour et que ça ne vous touche pas, bah, je pense que vous n'allez pas aimer le roman, mais si vous aimez bien un petit peu cet humour-là, eh ben, je suis sûre que vous allez pouvoir accrocher. C'est vraiment le gros point fort, donc très hâte de pouvoir au moins me mettre à jour dans cette saga en 2025. Vous étiez pas mal à me dire, quand j'ai publié ma vidéo des top lectures 2024, que le tome 2 a été quand même meilleur que le tome 1, que j'ai donc mis dans mon top lecture 2024. En 2025, j'ai décidé de me lire donc le tome 2 de Fourth Wing, Iron Flame de Rebecca Yarros, d'autant plus qu'il me semble que le tome 3 va être traduit aux alentours du mois de juin. Je crois que j'ai un petit peu feuilleté comme ça les parutions et il me semble qu'il est au mois de juin. Je voudrais pas m'avancer, faudrait regarder genre sur Booknote, je crois que c'est là que je l'ai vu. En tous les cas, vous étiez quand même pas mal à me dire qu'il était meilleur que le tome 1. D'autres avis que j'ai pu voir, c'est qu'il était peut-être un petit peu en deçà. Bon écoutez, je suis quand même très curieuse de me faire mon propre opinion puisque le tome 1 a été quand même un petit coup de cœur. J'avais beaucoup apprécié l'univers, d'autant plus ces dragons, franchement, c'est les dragons que j'ai trouvé le meilleur. D'ailleurs, j'ai fini ma lecture du tome 1, j'ai dit je veux un dragon. Nous sommes avec Violette Sorengun qui est forcée par sa mère à intégrer le quartier des cavaliers, donc c'est-à-dire qu'elle choisit comme étude de monter un dragon. Tout du moins, le dragon, faut qu'il la choisisse, hein, c'est pas elle qui choisit le dragon. Là, on est vraiment avec le dragon qui considère les humains comme ses familiers, comme ses petites bestioles, ses petits animaux de compagnie, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé en fait justement ce switch de pas considérer forcément le dragon comme son familier, mais vraiment que c'est le dragon en fait qui est au sommet de la chaîne alimentaire et qui domine finalement les humains. Donc Violette est forcée par sa mère à intégrer donc l'académie des cavaliers. Elle va se retrouver la cible principale en fait de Xaden, notamment le fils des rebelles en fait qui ont été décimés quelques années auparavant, et de toute sa clique bien sûr. Tout le monde la soupçonne d'être qu'une faiblarde qui va bientôt crever sous les dents d'un dragon. Et je trouvais l'univers plutôt sympathique, la romance moi m'a bien plu, donc j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur le tome 2, d'autant plus qu'on était sur une fin qui nous laissait dans une sorte de cliffhanger. Donc j'ai bien envie de découvrir la suite, comme ça j'enchaînerai à la sortie du mois de juin avec le tome 3. La saga suivante, c'est un petit peu un running gag sur ma chaîne, puisqu'il faut dire que j'ai acheté absolument tous les tomes, que ce soit de la saga principale, du spin-off. En plus, pour pouvoir continuer la saga principale, il faut avoir lu le tome du spin-off. Enfin bref, c'est un bordel monstre en termes de lecture. Il y a des choses qui sont expliquées sur le site de la maison d'édition, enfin du coup sur l'Instagram, j'ai vu un post tourner. Mais quoi qu'il en soit, je me suis mis dans cette merveilleuse pile à lire de 2025 où j'essaye, comme vous le voyez, de lire un petit peu des livres qui sont dans ma pile à lire depuis quelques temps déjà. Le tome 3 du sang et de la cendre, donc la couronne d'os doré. J'ai dit du sang et de la cendre, mais c'est le sang et la cendre tout simplement. Et comme vous le voyez, en fait, j'ai un marque-page, donc je l'avais déjà commencé ce roman-là en 2024 et je l'ai arrêté pour X ou Y raison. Je m'en souviens plus, je pense que j'ai dû lire autre chose à côté. Et en plus de ça, je me souviens que j'avais peiné au niveau du début du tome 3 parce que je me souvenais pas exactement de ce qui se passait dans le tome 1 et dans le tome 2, c'était plutôt flou, donc j'étais obligée de demander à ma pote, mais ça c'est qui déjà, il s'est passé quoi avec elle? Donc je le vois, quand j'enchaîne pas les sagas, je suis un petit peu un poisson rouge. Donc cette année, je veux absolument me mettre à jour justement dans le sang et la cendre, j'ai envie de dégommer, donc j'ai mis le tome 3 pour marquer un petit peu le coup dans cette pile à lire, mais je compte vraiment me mettre à jour parce que j'ai 5 tomes au total. Bon, 2 qui sont lus et celui-là qui est en cours, mais non, j'en ai encore 3 de plus à lire. Parce que je n'ai pas acheté le dernier tome qui est paru aux éditions de Saxus parce que justement je ne veux plus acheter la suite en relié juste pour avoir donc dans les mêmes formats si jamais il y en a plus en relié parce qu'ils font des éditions qui sont assez limitées, quoi qu'ils ont augmenté leur stock par rapport à avant. Et bien si je n'arrive pas à les trouver en relié, tant pis, je les vendrai tous et je les prendrai en brochet si vraiment j'aime beaucoup. Mais dans le cas là, je n'ai plus envie en fait d'acheter des livres que je ne lis pas. C'est un budget quand même et en plus de ça, tout le monde me dit que ça commence à rentrer un petit peu trop dans le smut au fur et à mesure qu'on avance. C'est un petit peu trop spicy au goût de certains, et même si je ne suis pas tout à fait réfractaire au spicy, j'ai pas envie que ça dénote par rapport à l'histoire et que ça devienne un livre pornographique plutôt qu'autre chose. C'est donc pour ça que je veux absolument me mettre à jour dans la saga avant d'acheter la suite, et ça serait bien de commencer par reprendre cette bavasse. Ah, le tome suivant, là aussi ça fait partie des livres que j'ai acheté toute la trilogie, toute la saga ou tous les tomes parus sans avoir lu le premier tome. Il s'agit d'Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, une magnifique édition qui était en fait le spin-off de la saga Caraval, que j'avais lu d'ailleurs en édition e-book justement parce qu'il y avait eu des soucis, le tome 3 n'avait pas été traduit, bref je ne vais pas rentrer dans les polémiques, ça ne m'intéresse pas. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais m'acheter les
4 tomes parus parce que j'ai vu un coffret en anglais magnifique, la chose. Je l'ai vu en anglais donc avec les 3 tomes de la trilogie Caraval plus la nouvelle Spectacular. Je ne sais pas si c'est difficile de les lire en anglais ou pas, j'ai pas non plus un niveau exceptionnel, j'ai lu un livre en anglais dans ma vie. Mais étant donné que je connais l'histoire principale, je me dis que ça pourrait être plus facile de les lire éventuellement au format papier et enchaîner peut-être avec la nouvelle. Quoi qu'il en soit, ici j'ai mis le spin-off qui s'intéresse sur un personnage en particulier qu'on rencontre, il me semble, dans le tome 2 de Caraval. Donc je ne sais pas si ça va vous spoiler. Il me semble que si. Il me semble que ça spoil quand même la saga Caraval. Donc si vous voulez lire cette trilogie-là, faut d'abord avoir lu la saga principale. En attendant, moi j'ai tout lu, donc j'ai envie de poursuivre. Surtout que c'est avec un personnage qui m'avait bien quand même intéressé dans le tome 2 et qu'on voit aussi dans le tome 3. Mais j'aime bien ce personnage-là et je vois passer que des fanarts sur les réseaux et tout de ce couple un petit peu emblématique. Et je pense que je peux d'autant plus apprécier cette saga-là que la saga Caraval qui déjà avait été une très très bonne lecture pour moi. C'est un peu l'avis qui ressort, je crois d'ailleurs, de ce spin-off-là, c'est qu'il est quand même bien mieux que la saga principale. Donc écoutez, je suis hyper intéressée de découvrir. J'ai les 3 tomes dans ma pile à lire, donc ça serait peut-être l'occasion éventuellement, pourquoi pas, de faire un vlog lecture. Là aussi, le tome 1 a fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2024. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux parce que ça a été vraiment une très bonne lecture et je me suis acheté au moment de sa sortie le tome 2 que je n'ai toujours pas lu, allez savoir pourquoi. Mais je crois que Reads of Melissa en fait une lecture commune au mois de mars, donc peut-être que je me mettrai sur son Discord pour pouvoir lire Deux couronnes corrompues de Rachel Gilly qui est le tome 2, donc d'une fenêtre sur le ténèbre, que j'avais adoré. Là on est dans cette histoire avec une brume qui entoure la ville de Bourde et cette brume est un petit peu maléfique. Tous ceux qui pénètrent dans cette brume n'en sortent pas. Quand ils en sortent, ils contractent la fièvre et quand c'est le cas, eh bien ils se font exécuter par les gardes. Notre jeune Elsfeth est la seule survivante de la brume. Elle a contracté la fièvre mais elle y a survécu aussi et c'est un secret qui est bien gardé dans la famille, personne n'en parle. Tout le monde dit qu'elle est sortie donc sans être trop impactée par tout ça, sauf qu'au contraire, elle a un monstre maintenant qui rôde dans son esprit et qui prend de plus en plus de place à chaque fois qu'elle fait appel à lui et on va avoir tout le mythe autour du roi berger, c'est d'ailleurs le nom de la saga, le roi berger. Donc là, on est avec le tome 2 et je suis tellement impatiente. De toute façon, je vais pas vous refaire un petit peu mon avis que je vous ai déjà présenté en top lecture 2024, mais je suis impatiente quand même de découvrir le tome 2. Donc en mars, je rejoindrai la lecture commune qui est organisée par Mélissa pour pouvoir me dégommer ce titre-là et conclure la duologie. Et pour ce tout dernier livre que j'ai mis dans ma pile à lire de 2025, il s'agit en réalité d'une relecture puisque je compte relire le tome 1 de Nevernight de J. Christophe, mais pas que, puisque je veux enchaîner avec les 2 autres tomes de la trilogie. Et éventuellement, j'aimerais faire tout ça en vlog lecture si jamais ça vous intéresse, me dégommer en fait la trilogie complète en vidéo et de vous partager mes émotions et mon mal absolu, j'ai envie de dire, au cours de ma lecture, d'autant plus que je pense faire un vlog avec spoilers, mais mentionner les spoilers en fait pour que ceux qui n'ont pas lu la trilogie eh bien ne se retrouvent pas en fait un petit peu délaissés, et donc je vais vraiment cadrer les choses avec des timecodes etc pour que vous puissiez passer, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, dites-moi si ça peut vous intéresser. Et j'ai lu le tome 1 la toute première fois en 2023 il me semble et ça a été un coup de cœur, j'avais adoré cette lecture en fait. Encore une fois, J. Christophe arrive à me mettre en PLS et à me tenir en haleine en fait dans une lecture où il se passe énormément de choses, c'est très dense, il y a beaucoup d'informations, c'est très riche, mais en même temps c'est tellement passionnant et palpitant, donc j'adore vraiment cet auteur et j'ai besoin en fait je pense de compenser le fait que je n'ai pas encore le tome 3 de l'Empire du Vampire puisqu'il ne l'a pas fini en fait, voilà, il est encore en cours d'écriture, donc je me dis que pour compenser je peux me dégommer Nevernight. Après je ne serai pas sans rien en attendant parce que je crois que j'ai Aurora Squad encore à lire et il a fait une trilogie également qui a été publiée chez Big Bang mais elle a été arrêtée, mais je pense que je peux essayer de trouver des e-books ou des trucs comme ça sur ce titre-là. Bref, en attendant, pour parler de Nevernight, nous sommes avec Mia qui a vu sa famille se faire massacrer parce que son père qui était général a été trahi. Donc tout le monde a été massacré sauf elle, c'est la seule survivante et elle a à ses côtés un petit chat fait d'ombre qui est apparenté à un démon. En fait c'est pour ça que d'ailleurs dans ma bibliothèque j'ai une petite figurine en fait de Culcutis qui est positionnée à côté de Nevernight, c'est un chat démon. Donc du coup je me suis dit ça correspond bien avec Nevernight. Donc Mia est capable de manipuler les ombres et dans cet univers où il y a 3 soleils qui ne se couchent presque jamais en fait, Mia va devenir une assassin parce qu'elle va rentrer dans une école pour apprendre tout l'art de l'assassinat et se venger de ceux qui ont détruit sa famille. J'avais adoré le tome 1 encore une fois, donc je suis très impatiente, mais les détails ne sont plus suffisamment frais dans ma tête pour me permettre de continuer avec le tome 2 que j'avais commencé également à l'époque, mais j'ai jamais terminé. C'est un truc qui est assez récurrent chez moi en fait. Tout ça pour dire que je suis quand même très impatiente de redécouvrir cet univers, d'autant plus que je me souviens que j'avais adoré tout ce qui était mythologie, déité, l'école d'assassins, c'était hyper passionnant.
passionnant avec ces cours en fait où tu peux crever à chaque instant en fait, et les relations qui se construisent. Bref, j'ai adoré, je suis été malmenée encore une fois du début à la fin, donc c'est le propre de J. Kristoff et j'ai l'impression que j'aime me faire du mal, mais quoi qu'il en soit, très impatiente de redécouvrir ce tome 1 et de me faire la trilogie au complète. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites vous aussi un peu une pile à lire comme ça sur l'année. J'aurai l'occasion de toute façon de vous faire aussi une pile à lire des reliques de Mappal prochainement, pas pour tout de suite, je pense qu'on verra. J'ai pas encore de planning très défini. Quoi qu'il en soit, dites-moi si vous faites plutôt voilà des petites pioches comme ça où vous prenez des livres au hasard, ou si vous faites vraiment encore une fois le 25 livres pour 2025. Je serais très curieuse de savoir un petit peu les challenges que vous faites pour cette nouvelle année. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!